Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle rencontre d'Avenue Centrale. Vous avez pu vous rendre compte, vous pouvez constater qu'aujourd'hui ce n'est pas Luc Wadinski qui est assis à ce fauteuil, c'est moi-même, Laurent Beck. Donc Luc a eu un empêchement aujourd'hui et donc il ne peut pas assurer son animation. Nous l'apprécions tous et j'espère que vous serez nombreux pour le retrouver le 26 avril prochain ici pour la conférence de Jérôme Guibert consacrée aux cultures musicales et à la sociologie du heavy metal. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons du lourd aussi. Nous avons du lourd. L'enchaînement, pas mal. Nous avons du lourd. Jeanne Siofachin, vous êtes une conférencière prisée et aussi une auteure à haut potentiel. Ah, d'accord. Un grand éditeur parisien me disait vendredi dernier que vous aviez à votre actif de véritables records de publication chez Odile Jacob. Voilà. Donc c'est une confidence. Mais vous êtes d'abord psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous avez travaillé à Paris, à la Salpêtrière, mais aussi au fameux hôpital marseillais de la Timone avec l'atypique Marcel Ruffo. Vous vous intéressez entre autres au quotient intellectuel, véritable étalon estimatif des capacités intellectuelles, et aussi à ce que vous appelez les zèbres, ces équidés qui ne sont pas des ânes. Je rappelle que dans le bestiaire que vous développez dans votre livre « Trop intelligent pour être heureux », qui est ici, je crois, vous parlez zèbres comme des personnes qui effectivement sont intellectuellement précoces. Je pense que vous en direz quelques mots tout à l'heure. On pourra dire que vous assurez dans ce domaine, puisque vous avez créé Zebra, un centre de ressources unique en France pour les surdoués, enfants, adolescents, adultes. Vous avez aussi fondé Cogitos, le premier centre en France de diagnostic des apprentissages. Avec votre équipe de psychologues, vous pratiquez la remédiation cognitive, la rééducation neuropsychologique, la méthodologie des apprentissages, la thérapie d'affirmation de soi et bien d'autres pratiques avec un souci, je crois, d'intégration. Plus largement, votre démarche interroge la manière dont l'école peut mener à bien sa mission éducative auprès des élèves à haut potentiel. Il existe, comme certains le savent ici, une corrélation située entre 0,50 et 0,60 entre le QI, qui est un indice étroit mais bien étudié de l'intelligence, et la réussite scolaire. Mais cela cache de nombreuses situations où les capacités intellectuelles rendent plus difficile la réussite à l'école. C'est de cela, et de bien d'autres choses, que vous allez nous parler aujourd'hui. Et je vous propose maintenant de nous instruire en répondant à cette question pas si simple, mais qui sont vraiment ces enfants, adolescents et adultes à haut potentiel? Merci à vous. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation complète. Je rajouterai simplement qu'il y a aussi un champ d'expertise qui me touche particulièrement, qui est tout le champ de la psychologie positive et de la mindfulness, qui est en particulier une pratique tout à fait pertinente à partir du moment où on a un mental bien turbulent et des émotions bouillonnantes. Donc voilà, mais vous en avez dit beaucoup déjà, et merci beaucoup parce que vous êtes allé chercher un peu loin pour cette présentation. Donc je suis très contente d'être ici. Merci d'être là vous aussi. Je vais essayer toute seule pendant une demi-heure, ce qui est juste impossible pour moi, mais de vous parler de ce vaste sujet. Donc comme j'ai très peur du gong, je commence tout de suite.
pour vous parler des mythes et des représentations tenaces que vous connaissez bien, puisque autour de cette notion de haut potentiel, de surdoué, de HPI, de tous ces noms qu'on peut leur donner, et de précocité intellectuelle, qui est une terminologie qui m'agace profondément, parce que si on parle de précocité, alors ça voudrait dire que ce sont des enfants qui auraient un développement intellectuel cognitif précoce, et que, comme on ferait une puberté précoce ou une croissance précoce, il y a un moment où tout le monde arrive à égalité. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe pour cette population qui est bien différenciée et pour laquelle aujourd'hui les recherches, en particulier en neurosciences et grâce à l'apport précieux des IRM fonctionnels, nous permettent de bien valider les singularités, que ce soit au niveau de l'architecture cognitive, c'est-à-dire au niveau structurel, mais aussi au niveau fonctionnel dans les mécanismes qui sous-tendent les processus intellectuels, mais aussi, et peut-être surtout, et comme j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps, c'est par ça que je vais commencer, sur toute la sphère affective et émotionnelle. Donc, comme le disait Laurent Bègue, alors quand même vraiment, c'est vrai qu'on continue à penser qu'être surdoué, alors surdoué, c'est pas un joli mot non plus, hein, bien évidemment, parce qu'on a l'impression qu'il y aurait quelque chose qui vous serait arrivé comme ça sur la tête, et que vous auriez un don tombé du ciel, et qu'à ce moment-là, d'ailleurs, on le voit souvent dans les classes, et les parents le rapportent souvent, avec des enseignants qui peuvent dire « Ah, mais toi, le surdoué, tu dois savoir ça !» Or, précisément, être surdoué, ça ne veut pas dire avoir la science infuse, mais simplement fonctionner avec des processus, des mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement intellectuel et une organisation de personnalité singulière, d'où cette terminologie que, effectivement, j'ai utilisée, c'est-à-dire de parler de zèbre, hein, pour drôle de zèbre. Laurent Bègue en disait un mot, le zèbre non seulement n'est pas un âne, mais est le seul équidé que l'homme ne peut pas apprivoiser. Donc, il se distingue à la fois dans la savane par ses rayures, en même temps, quand il court vite, il y a un effet stromboscopique qui fait qu'on ne le voit plus. Vous savez aussi peut-être que les rayures du zèbre sont uniques, exactement comme nos empreintes digitales. Et pour moi, en tant que clinicienne, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas de personnalité, quelles que soient leurs rayures, qui se ressemblent. Chaque personnalité que l'on rencontre, chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte est unique dans l'histoire qui est la sienne, avec la personnalité qui est la sienne, et même si, et ça va être le sujet, on peut retrouver des caractéristiques communes dans cette population, chacun est singulier. Donc voilà pour les zèbres. Après, on pourrait aussi dire que les rayures du zèbre sont les griffures que certains ont pu avoir dans leur vie quand ils sont plutôt sur le côté de la souffrance. Les Américains parlent de Intense Word Syndrome, qui est, je trouve, une appellation très pertinente pour parler de cette population, c'est-à-dire l'intensité. L'intensité du fonctionnement intellectuel, l'intensité du fonctionnement émotionnel, donc l'intensité sur ces deux versants, avec ce bouillonnement permanent. Et c'est une terminologie, mais si vous avez des propositions, je suis très intéressée, qui est intraduisible en français, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé encore aujourd'hui de traduction de Intense Word Syndrome qui soit satisfaisante, parce qu'en français, ça fait vite cucu. Enfin, pardon pour le terme. QI, pardon. QI, comme les petits noiseaux. Hein? C'est ça, voilà. C'était donc l'idée. Voilà. Donc on pourrait appeler finalement ces enfants, cette population des QI. Hein, ce qui est une autre idée. Donc ça, je vous en ai parlé, hein, c'est-à-dire que ce dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas uniquement... Alors, ce qui est très intéressant avec les neurosciences, moi j'adore les neurosciences parce qu'après ça fait beaucoup de bagarres entre les chercheurs et les cliniciens, c'est que les neurosciences viennent en fait finalement valider ce que nous, les cliniciens, pardon pour les chercheurs, on avait compris depuis longtemps. Mais eux, ils arrivent avec leurs études en disant « Waouh, on a vu ça avec point », c'est déjà, Laurent a introduit, hein, des corrélations de 0,50 à 0,60, donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le même univers. Mais ce qui est très réconfortant, et là je le dis très sérieusement, c'est que effectivement, les neurosciences sont venues dans ce champ-là d'expertise valider ce que des cliniciens avaient pu repérer et comprendre depuis très longtemps. Donc maintenant, on peut communiquer avec les chercheurs en toute tranquillité, puisque nous parlons des mêmes profils et que les études viennent bien valider tous les propos que je vais vous tenir à partir de maintenant. J'ai décidé, plutôt que de parler du fonctionnement intellectuel, de commencer par le fonctionnement affectif, c'est-à-dire d'inverser l'ordre de ma présentation pour vous parler de tout ce qui peut singulariser cette population dans le champ affectif. Et j'ai choisi de prendre les trois principaux points qui permettent effectivement de distinguer ce qu'il en est
de l'organisation psychodynamique, de l'organisation émotionnelle de la personnalité chez les surdoués, petits ou grands, parce que ça, évidemment, on va retrouver ça à tous les âges de la vie. La première chose, c'est l'hyperesthésie, donc un mot, un chouïa, comme on dit à Marseille, savant, pour parler de quelque chose de très simple, puisque l'hyperesthésie parle de la capacité aiguisée de l'ensemble des 5 sens, c'est-à-dire qu'un surdoué voit ce que les autres ne voient pas, entend ce que les autres n'entendent pas, ressent ce que les autres ne ressentent pas. Tous les sens au niveau neurophysiologique sont beaucoup plus larges. Je pourrais vous donner simplement un exemple. Vous savez que tous qu'on a une vision centrale et une vision périphérique. Quand on est normopensant, on a, alors normopensant, on se comprend, on a un champ de vision périphérique qui va à peu près jusque-là. Quand on est surdoué, on a un champ de vision périphérique qui va jusqu'ici à peu près. Ce qui conduit d'ailleurs souvent, par exemple, les profs à dire, ou les parents, à dire, on a l'impression qu'ils ont les yeux derrière la tête, c'est vrai. Ou même au niveau de la capacité à entendre, c'est-à-dire de pouvoir traiter des informations qui arrivent simultanément, même des chuchotements ou des tout petits bruits. Et d'ailleurs, moi je suis très sensibilisée à ça, et probablement vous aussi, bien évidemment, c'est l'hyperacousie, c'est-à-dire le fait d'entendre très fort les sons. Et ça, on trouve par exemple des enfants dans les classes qui en ont plein la tête parce qu'ils n'en peuvent plus. Quand vous entendez le moindre froissement de feuilles, que vous entendez le moindre stylo qui gratte sur un cahier, que vous entendez le moindre pépiment des cuicuis par la fenêtre, même avec des vitres bien isolantes, et qu'en même temps vous devez écouter le prof, et en même temps qu'il y a un copain qui parle dans le fond de la classe, etc. C'est très fatigant, physiquement et psychiquement. Et les adultes rapportent ça bien aussi. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus dans les dîners dès qu'il y a plus de X personnes, parce qu'ils n'arrivent plus tellement ils en ont physiologiquement plein la tête. Donc cette hyperesthésie va conduire ces personnalités à avoir des capteurs en permanence sur l'ensemble du monde, et tout le temps, bien sûr. Et je ne parle même pas, parce que, à cause du truc là qui va sonner, mais j'en parle quand même, comme vous voyez, du grattage, vous savez, de toutes ces sensibilités particulières au niveau kinesthésique, c'est-à-dire le nombre d'étiquettes que les parents ont coupées dans le cou des enfants, parce que ça gratte. Hein, ou un pull, et quand on leur explique mais non c'est doux, ce qui est quand même complètement idiot de dire ça, puisque la perception est éminemment individuelle, et ben on dit mais non, mais ça me gratte, mais non c'est doux, enfin bon bref. Bon. L'hyperesthésie, c'est un point vraiment important parce que ça va vraiment colorer la personnalité de ces enfants, de ces adolescents et de ces adultes. L'autre point, c'est la réactivité émotionnelle que les Américains, vous allez voir comme mon accent est impeccable, appellent over-excitability, et qui a été là encore bien validé par toutes les recherches actuelles, c'est-à-dire qu'il a été montré une vulnérabilité particulière de l'amygdale, donc l'amygdale étant cette petite zone nichée au fin fond de notre cerveau archaïque et dont la fonction et la mission est de décoder pas les émissions, mais les émotions. Et donc, il a été montré dans cette population une vulnérabilité particulière de l'amygdale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui va être une broutille chez quelqu'un d'autre va déclencher dans cette population-là des cataclysmes émotionnels, donc avec des seuils de réactivité qui sont particulièrement élevés, ce qui conduit très souvent ces personnalités, qu'elles aient 5 ans ou 85 ans, à avoir très vite les larmes aux yeux, à être très vite touchées par des petites choses, ou en tout cas qui sera considéré par les autres comme des petites choses, et compliquer un tant soit peu l'adaptation au monde. Et la troisième particularité sur laquelle j'ai choisi de mettre un focus aujourd'hui, c'est l'empathie. Donc l'empathie, vous savez tous que c'est cette capacité à percevoir les émotions des autres. Et là encore, dans cette population, les capacités d'empathie sont particulièrement élevées, ce qui a pu conduire, par exemple, ce jeune patient à me dire « avec l'empathie, c'est insupportable, vous vous incrustez partout ». Et c'est compliqué, effectivement, quand vous percevez tout le temps et non-stop les émotions des autres, ça demande, et c'est pour ça que je me suis permise de rajouter la pleine conscience dans la présentation que Laurent Bègue a gentiment fait de mon parcours, parce que c'est vraiment une dimension, cette capacité à se recentrer, qui permet de bien faire le distinguo entre les émotions qui nous appartiennent en propre et les émotions qui appartiennent
aux autres. Et c'est une chose de les percevoir et de pouvoir s'appuyer finalement sur ce que l'on comprend de ce que vivent les autres, et c'est autre chose d'être envahi par ces mêmes émotions qui ne nous appartiennent pas. Ce qui conduit, bien sûr, dans cette population à cette particularité de fonctionnement que là, bon, j'ai appelé les ascenseurs émotionnels, qui fait que si on prend une ligne de base, alors c'est un peu compliqué parce que je ne vois pas la diapo qui est derrière, mais je suppose que vous me suivez à peu près. Si on prend une ligne de base qui serait une espèce d'état d'humeur à peu près linéaire, ce qui n'arrive évidemment jamais, hein, qui serait finalement l'humeur de base, on pourrait dire que d'une façon habituelle, en fonction de nos états d'âme, on fluctue autour de cette ligne de base. Il y a des jours où on va plutôt bien, des jours où on va plutôt moins bien, donc ça monte et ça descend, mais avec une forme qui reste acceptable dans les mouvements. D'ailleurs, on parle de ça, on parle de nos mouvements d'humeur. Mais ce qui se passe dans la population de surdoués, une fois encore, hein, quel que soit l'âge que l'on est, c'est que les fluctuations sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une forme de... Alors, je ne vais pas utiliser ce mot justement parce qu'il peut vite induire d'autres représentations, mais des espèces de montée en puissance d'émotions très fortes, que ça soit de la joie, que ça soit du plaisir. Enfin, je parle plutôt des émotions agréables, c'est-à-dire des émotions qui vont tout d'un coup créer une forme d'exaltation. C'est ce mot que je ne voulais pas employer parce que, à cause de ça, il y a des erreurs diagnostiques assez fréquentes avec les troubles bipolaires et toutes les pathologies limites, parce que effectivement, les montées et les descentes dans les manuels de psychiatrie, c'est assimilé à de la pathologie et en général à tout ce qui est pathologie limite, troubles bipolaires, enfin de toute façon tous ces noms-là, troubles de l'humeur, tous ces noms-là changent tout le temps. Mais enfin vous voyez à peu près ce dont je parle. Mais ce qui est très spécifique chez les surdoués, c'est qu'il y a des espèces de montées en puissance et donc ils montent, ils sont dans une espèce de sensation presque de toute puissance, c'est-à-dire de jubilation intense, et où là, il y a tout un flot d'endorphine, d'adrénaline qui va être sécrété et qui va leur donner une forme de force, d'action, d'engagement énorme. Et il suffit de croiser un regard, une feuille qui tombe ou un oiseau qui a l'air d'avoir perdu son nid, et à ce moment-là, en une fraction de seconde, c'est la dégringolade dans un gouffre de désespoir, en vivant une espèce de sensation que plus rien n'est possible, que la vie est horrible, qu'on est bon à rien, qu'on est totalement nul et que de toute façon, rien ne vaut la peine d'être vécu. Et ces fluctuations extrêmement violentes d'une certaine façon, en tout cas en termes de bascule, ce sont des fluctuations qui peuvent se produire plusieurs dizaines de fois par jour, voire plusieurs dizaines de fois en quelques minutes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout justement comme les troubles bipolaires où on a des phases pendant lesquelles on a plutôt une humeur haute et des phases pendant lesquelles on a plutôt une humeur basse. Donc ce n'est pas du tout le même type de manifestation de vague de l'humeur, mais ça peut y ressembler quand effectivement on n'a pas ces tableaux cliniques en tête de cette population-là. Juste vous projetez ce très beau poème de Pearl Buck qui, me semble-t-il, rassemble tous les ingrédients qui, sur le plan de l'affectivité, singularisent cette population. Alors, pour ceux qui éventuellement auraient un peu plus de difficultés en anglais, dont je suis, j'ai quand même fait une traduction à ma façon, hein, donc pardon, mais je vais quand même vous la donner. Donc, un effleurement est un coup, un son est un bruit, un malheur est une tragédie, une joie est une extase, un ami est un amoureux est un dieu, et un échec, c'est la mort. Et puis, toujours pour rester et conclure sur le fait que dans cette population, il faut bien garder en tête que l'ingérence affective est constante, y compris dans l'acte cognitif. Contrairement, là encore, aux idées et aux mythes tenaces, un surdoué pense toujours d'abord avec son cœur. Et c'est bien après que la tête s'engage.
Et pour l'illustrer, voilà ce petit dessin. Donc tu fais quoi dans la vie? Rien. Je poursuis des émotions, je trébuche dans des regards et je collectionne des cicatrices. Donc voilà ce qu'il en est un peu rapidement sur le plan émotionnel. Et maintenant, je vais donc essayer de vous donner quelques points de repère sur les singularités du fonctionnement cognitif et intellectuel dans cette population. À travers 4 grandes particularités que je vais vous présenter les unes à la suite des autres. La première, donc là toujours, je rappelle que tout cela est bien validé aujourd'hui par les études en l'état des connaissances actuelles, comme le disent nos recherches, et heureusement d'ailleurs, puisque comme le disait Victor Hugo, en revanche, la science se rature elle-même, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Cliniquement, ça reste vrai, et c'est ça l'intérêt de la clinique, c'est de noter cette hyperactivation cérébrale, c'est-à-dire cette notion que, au niveau de l'engagement des réseaux de neurones, il y a une hyperactivité neuronale constante, et même dans les systèmes par défaut. Vous savez que même quand on n'est pas engagé sur quand on est engagé sur une tâche, il y a une zone singulière qui a priori dévolue à la tâche, qui va s'activer de façon préférentielle. Et ensuite, on a enfin ça c'est pour tous les cerveaux normalement, on a un mode par défaut, ce qui fait que quand on n'est pas engagé sur une tâche précise, évidemment notre cerveau continue à fonctionner, et continue à fonctionner avec un autre type d'intensité et d'activation neuronale. Ce qui se passe, c'est que chez les surdoués, l'activité neuronale est intense en permanence, et qu'il y a un engagement constant de l'ensemble des zones du cerveau, y compris sur des tâches spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a une distribution de l'information, une distribution spatiale de l'information qui va concerner l'ensemble des connexions neuronales et beaucoup moins des zones spécifiques comme il est habituel de constater dans d'autres types de fonctionnement. Ce qui conduit beaucoup de ces patients, une fois encore qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient plus avancés dans sa vie, à se plaindre de tempêtes sous le crâne, à demander en consultation si on n'aurait pas un bouton off parce qu'ils n'en peuvent plus de penser, ou voir, combien de fois je l'ai entendu, un médicament pour s'arrêter de penser. Parce qu'effectivement, il y a ce surengagement permanent de l'ensemble du fonctionnement synchrone, en plus des 2 hémisphères cérébraux. Donc ça a été très très bien montré par les IRM fonctionnels. Et là, je pourrais vous montrer ce que me disait un patient, qui là encore témoigne bien de tout ça. C'est tellement intense dans mon crâne que j'ai parfois l'impression que je suis en surchauffe et que quelque chose va lâcher. J'ai l'impression que je peux tomber dans un coma de cerveau et ça me fait peur. Alors j'essaie de me forcer à ne pas penser, mais je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais prisonnier de mon cerveau. Le deuxième point, c'est la vitesse, et en particulier la vitesse de transmission. Et la vitesse de transmission concerne 2 domaines pas tout à fait superposables l'un à l'autre. Le premier domaine, c'est entre ce qu'on va percevoir de l'extérieur et la vitesse de transmission électrique, c'est-à-dire la vitesse de transmission entre le moment où c'est perçu et le moment où ça va être traité par notre système nerveux central. Et il a été montré, Laurent Bake parlait de QI, mais je ne parlerai pas trop de QI justement, que chez des populations qui ont des QI de 140, soit un peu plus de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne qui est à 100, il y avait une vitesse 2 fois plus élevée dans le traitement et la vitesse de transmission des informations entre l'extérieur et le moment où ça va être pris en charge par le système nerveux central. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la vitesse de transmission entre, ici, notre cortex préfrontal, qui est donc, comme vous le savez, d'une certaine façon, le siège des fonctions exécutives, mais en d'autres mots, un peu notre tour de contrôle et la zone la plus aboutie en termes de phylogénèse de notre système nerveux, et qui est un peu, pour le dire de façon très caricaturale, notre système le plus intellectuel, c'est-à-dire l'endroit où on hiérarchise les informations, où on les organise, où on les analyse, où on les mémorise,
etc., où on traite l'ensemble de ces informations, et donc une vitesse beaucoup plus importante entre tout ce qui va être traité par le cortex préfrontal et qui va arriver ici dans les lobes pariétaux, qui sont, et là encore pardon pour la grossièreté de la caricature, mais une sorte de plaque tournante qui va réenvoyer l'ensemble des informations dans les zones du cerveau. Il a été aussi montré dans cette transmission-là une densité de neurones beaucoup plus importante, donc ce qui valide encore cette observation de cette activité intense et à grande vitesse dans le fonctionnement cérébral de cette population. Là encore, je peux le traduire sur un plan plus clinique, avec cette remarque d'un de mes patients qui me disait donc « Je pense à tellement de choses à la fois que par moments, je ne sais plus où j'en suis, je perds le fil de ma pensée, ça va trop vite et j'ai l'impression d'oublier des idées essentielles. » Alors, bien sûr, cette grande rapidité de fonctionnement va aussi donner libre cours à quelque chose que l'on connaît tous, mais qui est particulièrement vrai chez les surdoués, parce qu'il y a cette espèce de mélange entre la rapidité de traitement de l'information, la multiplicité des zones du cerveau qui sont engagées pour traiter une information de façon beaucoup plus diversifiée que ce qui serait habituellement constaté dans un autre type de population, et toute la sphère émotionnelle qui, comme je vous l'ai dit, est particulièrement active, et je veux donc parler de cette compétence singulière qui est l'intuition, c'est-à-dire la précognition, la capacité à saisir de façon très fulgurante et extrêmement rapidement un certain nombre d'éléments présents dans l'environnement et de pouvoir le transformer en compréhension sans quelquefois, et ça va être une des difficultés, que ce soit pour les enfants à l'école ou que ce soit pour les adultes dans leur univers professionnel, la difficulté de pouvoir justifier et argumenter, car comme ça va très vite, même les personnes qui fonctionnent comme ça ne savent pas comment elles le savent. Donc l'intuition, comme le disait Bernstein, l'intuition est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse, ou comme le disait aussi Poincaré, c'est avec la logique que nous prouvons, c'est avec l'intuition que nous trouvons. Donc l'intuition est éminemment une qualité énorme, mais encore faut-il pouvoir bien l'apercevoir comme une force, et une force sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, et non pas en être la victime impuissante qui va pouvoir et qui pourrait nous créer des difficultés, et cela en crée des difficultés dans notre univers au quotidien, une fois encore, quel que soit notre âge. Parce que, pour rester encore là-dessus un instant, c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir les choses sans savoir pourquoi on les sait et comment on les sait. Le troisième point, ça va binguer dans combien de temps à peu près C'est une surprise. Ça va. Une surprise, c'est une émotion, et mon émotion préférée, tout va bien. Le troisième point que je voulais partager avec vous ce matin, ou cette espèce de milieu de journée, c'est le déficit d'inhibition latente. Donc ça, c'est un mot un peu chic, parce que quand même, il faut quand même que je vous donne des mots un peu chics pour parler de quelque chose d'assez simple. Le déficit d'inhibition latente, ça veut dire qu'on est en permanence extrêmement sollicité par de multiples distracteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans cette salle normopensant, une fois encore, vous comprenez ce que je veux dire, vous avez un système qui fait que vous inhibez les informations non pertinentes. C'est-à-dire que vous les bloquez, que votre attention, a priori, est focalisée sur ce que je suis en train de dire ou ce que vous êtes en train de lire et que moi je ne vois pas sur la diapo là-bas. Et la couleur du pull de votre voisin, l'odeur de celui qui est devant vous, le fait que vous avez plutôt chaud ou plutôt froid, les différentes pensées de vous dire qu'effectivement c'est midi, que vous n'avez pas déjeuné et que finalement qu'est-ce qu'il va y avoir à cette collation, et toutes les pensées parasites qui pourraient venir vous perturber dans l'attention sélective sur, a priori, l'information passionnante que je suis en train de vous délivrer. Eh bien, si vous êtes normopensant, tout ça, vous le faites assez tranquillement. En revanche, pour tous les surdoués dans cette salle,
eh bien, toutes les informations arrivent au même niveau de priorité. C'est-à-dire que l'odeur du voisin, la couleur du pull, savoir si ça vous gratouille ou si ça vous chatouille, savoir ce que vous allez manger après, ou ce que vous avez fait hier ou ce que vous ferez demain, est en permanence présent dans votre esprit, que ça va vous demander un effort cognitif pour vous dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut que je l'écoute. » C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours obligé de vous, pardon pour cet anglicisme, mais vous resetter. C'est-à-dire vous mettre sur une fonction reset. Et comme me le disait cet enfant, tu comprends, pour nous, c'est hyper difficile parce qu'il faut penser à réfléchir. Et ça, c'est vraiment important parce que ça a l'air un peu anecdotique, mais c'est un coût cognitif énorme d'en permanence se demander, par exemple en classe, ah oui, il faut que j'écoute la maîtresse. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ah oui, il faut que je note dans mon cahier de texte. Ah oui, c'est ça. Il faut que je range ma carte de géo, que je la colle dans mon cahier de géo et pas dans mon truc d'anglais, parce qu'effectivement, là maintenant, on est en cours de géo. Et idem dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand vous avez en permanence toutes ces infos qui arrivent, y compris le petit cuit-cuit qui arrive tout d'un coup, on ne sait pas d'où, eh bien, ça demande un vrai engagement cognitif et c'est compliqué, effectivement, au niveau de cette fatigue cognitive hein, et des ressources attentionnelles dans lesquelles il faudra l'épuiser en permanence. D'où, une fois encore, la nécessité de s'entraîner à se relier à l'expérience du moment présent pour essayer d'avoir un peu à l'intérieur de soi des plages où se poser et ne pas être constamment envahi par des informations extrêmement parasites, polluantes et fatigantes pour notre système nerveux. Le quatrième point, c'est le surengagement de l'hémisphère droit. À la fois, il y a une connexion entre les deux hémisphères qui est extrêmement forte et les deux hémisphères s'engagent tout le temps chez les surdoués, mais chez tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas qu'avec un hémisphère, hein, tout ça c'est très caricatural, hein, je vous rassure. On a comme une espèce de corps calleux là au milieu qui normalement fait son job. Mais chez les surdoués, à la fois effectivement il y a les deux hémisphères qui sont particulièrement connectés, mais en même temps il a été noté dans la population de surdoués un surengagement de l'hémisphère droit, y compris par exemple, dans des tâches plutôt habituellement dévolues aux compétences de l'hémisphère gauche. Par exemple, les tâches langagières, qui sont typiquement les tâches verbales dédiées plutôt à l'ère de Broca, enfin tout ça, vous le savez probablement, mais donc aux compétences du cerveau gauche. Et chez les surdoués, c'est toujours le cerveau droit qui s'engage avant, même à quelques millisecondes près. D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme le cerveau droit est d'une part celui plus dévolu aux tâches visuospatiales, qui est celui qui est plus aussi dévolu au traitement global de l'information, qui est celui plus dévolu à l'intuition et qui est évidemment celui beaucoup plus sensible à tout ce qui est affectif, mais là une fois encore, et pardon, en ce lieu, d'être aussi caricatural pour parler du cerveau, mais c'est important pour que je puisse dérouler avec le truc qui a déjà sonné en plus. Donc, ce surengagement de l'hémisphère droit est très particulier et va générer ce que j'ai appelé une pensée en arborescence, c'est-à-dire ce foisonnement constant de la pensée qui part constamment dans plusieurs directions simultanément et avec cette capacité étonnante qu'ont les surdoués de traiter des informations sur des axes de pensée qui, a priori, n'ont pas de lien logique les uns avec les autres et donc avec des associations d'idées qui se font à très grande vitesse sur un mode analogique, c'est-à-dire une pensée, une idée entraînant le plus souvent une nouvelle question et une nouvelle hypothèse et rarement une réponse, voire une certitude. Hein, ce qui, là encore, va rendre le fonctionnement au quotidien un peu compliqué.
J'aime beaucoup cette remarque de ce Raphaël de 17 ans, donc accrochez-vous parce que ce n'est pas aussi simple à comprendre, enfin, pardon, hein, je ne sous-estime pas du tout vos compétences, mais c'est parce que c'est un adolescent avec lequel je travaillais en consultation pour lui permettre à la fois de surtout continuer à fonctionner avec son mode arborescent, qui est un mode qui a énormément qui recèle énormément de force, de possibilités, de talent, de créativité, de ce qu'on appelle en psychologie de pensée divergente, c'est-à-dire la pensée qui sort des sentiers battus. Hein. Après, on s'acharne dans les entreprises aujourd'hui à faire des brainstorming pour générer la créativité qui est totalement spontanée et malheureusement pas suffisamment utilisée de cette population. C'est un peu une autre histoire, mais je suppose que vous me suivez dans ce raccourci. Mais donc ça, énormément c'est une forme de pensée qui recèle énormément de possibilités, mais énormément de pièges, vous le comprenez bien. Et donc ce Raphaël me disait, on peut voir le monde linéaire, c'est-à-dire la pensée plus logique, hein, la pensée plus analytique, la pensée qui va fonctionner sur un mode linéaire, chaque nouvelle pensée s'articulant de façon logique avec la pensée précédente, hein, qui est plutôt le mode habituel avec lequel on organise sa pensée en inhibant de façon spontanée les informations non pertinentes, alors que comme vous l'avez compris, les surdoués ne sont pas équipés, vous savez, c'est comme les voitures, ne sont pas équipés de l'option automatique de l'inhibition, alors que les normaux pensants, ils sont livrés avec la fonction automatique. Donc, on peut voir le monde linéaire comme une décision arbitraire par rapport à toutes les possibilités qui se trouvent au fond. On peut s'imaginer, vous savez, une tapisserie un peu des années 60-70 avec beaucoup de volutes d'oiseaux. Décidément, il y a beaucoup d'oiseaux. Et tout d'un coup, il faut, de façon un peu arbitraire, prendre juste un bout de cette tapisserie et se mettre à fonctionner sur ce bout-là. Donc c'est ce qu'il dit. On peut voir le monde linéaire comme une décision arbitraire par rapport à toutes les possibilités qui se trouvent au fond. Quand je suis sur un mode en arborescence, c'est plus difficile avec le langage, car je peux avoir simultanément 4 mots qui veulent dire la même chose ou presque, et qui se présentent au même moment. Et puis se tissent entre ces branches d'arborescence d'autres pensées et d'autres liens. Je vous le disais, ça va créer énormément de doutes, et c'est pas très facile de vivre en permanence avec le doute. Lisez vite parce que j'ai 2 minutes. Je vous l'ai dit, le non-accès aux procédures, c'est-à-dire que quand vous demandez à un surdoué « mais comment tu le sais ?», la seule chose qui va être capable de vous répondre, c'est « je le sais parce que je le sais » ou « je le sais parce que c'est évident ». Et on peut bien comprendre le nombre de quiproquos qu'il peut y avoir, que ce soit à l'école ou dans les sphères professionnelles, quand on a cette difficulté à expliciter pourquoi on le sait, comment on le sait et comment on peut argumenter et justifier. Des implicites qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent aussi générer énormément d'incompréhension, parce que quand on ne fonctionne pas pareil, on ne décode pas les implicites de la même façon, et dans la vie, il y a énormément d'implicites, et à l'école en particulier. La difficulté à sélectionner et à parler quelquefois avec le langage écrit ou oral, c'est-à-dire qu'on a tellement de choses dans la tête qu'on peut avoir cet effet entonnoir et cette grande difficulté à structurer sa pensée, surtout qu'un surdoué a besoin de précision absolue et va s'attacher au sens précis des mots. Et ça, c'est compliqué parce que quand il faut utiliser le bon mot, et bien quelquefois, par exemple, typiquement sur des... ça s'appelle des dissertations maintenant ? Les trucs à l'école, là où il faut écrire. Hein non, parce que moi, ça s'appelait des compositions, je crois. Bon, d'accord, je suis un peu vieille. Bon, alors, donc, ça peut justifier sur une copie, manque d'imagination, pas suffisamment d'idées, parce qu'il y a tellement de choses dans la tête qu'après, quand il faut sélectionner ce qu'il va falloir écrire, eh ben, c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, des enfants qui peuvent grandir avec une image d'eux-mêmes assez brouillée, parce que c'est difficile quand on ne peut pas se repérer dans le regard des autres. Coluche le disait comme ça, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Un fort sentiment de décalage, et on comprend bien que dans les processus d'identification, ça va être difficile. Quelquefois, un sentiment de solitude un peu compliqué, se sentir isolé, avoir du mal à être en contact avec les autres. Des errances, et des errances thérapeutiques fréquentes, je vous le disais tout à l'heure, avec l'ascenseur émotionnel, et que parfois c'est un peu compliqué de trouver son chemin, et qu'on peut avoir tendance à laver ses rayures pour essayer, chez les enfants c'est très typique, à l'inhibition, mais même chez les adultes étant une stratégie d'adaptation, que c'est très important de transformer cette force fragile en force de vie,
de pouvoir trouver un équilibre entre le fonctionnement du côté affectif et le fonctionnement du côté plus cognitif, qu'en même temps, eh bien, chacun sa route et chacun son chemin, et que c'est important de respecter tout ça, de retrouver ses couleurs, qu'on est beaucoup dans une société où on nous demande d'être dans la norme, mais que c'est important de sortir et de rester comme on est, même si effectivement parfois ça peut être plus compliqué, et que je voudrais finir là-dessus sur la bienveillance. La bienveillance, c'est bénévolence, étymologiquement, c'est vouloir du bien, et qu'on est beaucoup dans le mythe de l'égalité, et que avoir pareil n'est pas toujours juste, et que vous voyez que l'enfant petit, si on lui met comme au grand une seule caisse, eh ben il n'y verra rien, et que c'est important d'être particulièrement attentif à cette population, et d'être dans cette attitude, comme l'a très bien dit Thich Nhat Hanh, dans la vie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est d'être entendus pour ce que l'on est vraiment, et que la phrase qui me semble doit habiter nos cœurs, c'est « de quoi tu as besoin ». Je vous remercie donc d'être attentifs à tous ces zèbres et vous dire, pour rester dans une note optimiste, puisqu'on sait que l'optimisme c'est bon pour la santé, que beaucoup de surdoués vont bien et que peut-être, plutôt que de parler de QI comme d'un quotient intellectuel, se dire que le QI est une qualité intime. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.